Les thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC. On entend cet acronyme un peu partout ces derniers temps, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans leur histoire et leur logique, en suivant ce que les experts appellent les 3 vagues de leur évolution. Alors voilà le programme. On va d'abord définir ce que sont les TCC. Ensuite, on explorera la toute première vague, qui était centrée sur le comportement. Puis la deuxième, qui s'est intéressée aux pensées. Et enfin la troisième vague, celle des émotions. Pour finir, on verra ce qui rend cette approche vraiment à part. Allez, on commence par le commencement. L'objectif fondamental des TCC, c'est quoi? Pour faire simple, l'idée, c'est de nous aider à repérer et à modifier les schémas de pensée et de comportement qui nous posent problème. Le postulat de départ, c'est que nos difficultés psychologiques sont souvent liées à des manières de penser et à des habitudes qu'on a apprises au fil du temps, mais qui ne sont plus vraiment adaptées à notre vie d'aujourd'hui. La thérapie va donc agir sur ces 2 aspects, les pensées et les comportements, pour nous aider à aller mieux. Au cœur des TCC, il y a ce cycle qui est absolument central. C'est l'idée qu'une situation ne provoque pas directement une émotion ou une action. Non. Entre les deux, il y a un filtre, nos pensées. C'est la façon dont on interprète la situation qui va générer une émotion. Et cette émotion va ensuite influencer notre comportement. Tout est lié. Bon, maintenant, petit retour en arrière, aux origines des TCC. La toute première vague ne s'intéressait pas du tout à ce qui se passait dans la tête des gens. On se concentrait uniquement sur ce qu'on pouvait observer et mesurer, le comportement. Le courant scientifique de l'époque, c'était le behaviorisme. L'esprit était vu comme une sorte de boîte noire. Impossible de savoir ce qui s'y passe, donc inutile de s'y intéresser. Ce qui comptait, c'était les actions, le visible. Et l'idée forte, c'était que si un comportement peut être appris, alors il peut aussi être désappris. L'expérience de Pavlov, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on appelle le conditionnement classique. On a un chien qui salive naturellement quand il voit de la nourriture. Si, à chaque fois qu'on lui donne à manger, on fait sonner une cloche, au bout d'un moment, le chien va associer les deux. Et à la fin, le simple son de la cloche suffira à le faire saliver. Une nouvelle réaction a été apprise. Et puis, un chercheur nommé B.F. Skinner va ajouter une pièce maîtresse au puzzle. Il va montrer que nos comportements ne sont pas seulement liés à un stimulus, mais aussi à leurs conséquences. C'est assez simple en fait. Une action suivie d'une récompense a de grandes chances d'être répétée. À l'inverse, si elle est suivie d'une punition, elle aura tendance à disparaître. Mais alors, cette fameuse boîte noire, l'esprit, on ne pouvait pas l'ignorer éternellement. C'est là qu'arrive la deuxième vague, qui va oser regarder à l'intérieur. Son hypothèse: nos pensées sont le chaînon manquant, l'élément crucial entre un événement et notre réaction. Et cette idée, en réalité, elle est vieille comme le monde. Le philosophe Épictète le disait déjà il y a près de 2000 ans. Ce n'est pas l'événement lui-même qui nous affecte, mais l'interprétation qu'on en fait. Des pionniers comme Aaron Beck vont faire de ce principe le cœur de la révolution cognitive en thérapie. Cette nouvelle approche va donc se focaliser sur ce qu'on appelle les pensées automatiques. Vous savez, ces petites phrases qui traversent notre esprit à toute vitesse face à une situation. Elles sont si rapides qu'on n'en a pas toujours conscience, et pourtant, on a tendance à les prendre pour argent comptant, sans jamais les remettre en question. L'une des techniques phares de cette deuxième vague, c'est la restructuration cognitive. L'exemple ici est très parlant. L'objectif, c'est d'apprendre à identifier cette pensée automatique qui nous fait souffrir, puis de prendre un peu de recul pour l'examiner, et enfin de la remplacer par une pensée altérative, plus réaliste et plus aidante. Et on arrive à l'évolution la plus récente, la troisième vague. Ici, on va encore plus loin. On ne se contente plus de s'intéresser au contenu de nos pensées, mais on s'intéresse surtout à la relation qu'on entretient avec elles. Et là, c'est un vrai changement de perspective. L'idée n'est plus forcément de se battre contre ces pensées ou ces émotions difficiles pour les faire disparaître. L'accent est mis sur l'acceptation, sur notre capacité à les observer sans se laisser emporter. C'est cette vague qui a popularisé des approches comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou ACT, et les thérapies basées sur la pleine conscience. En gros, elles nous apprennent à observer nos pensées comme des nuages dans le ciel, sans s'y accrocher, à faire de la place pour nos émotions difficiles et surtout à continuer d'agir en accord avec ce qui compte vraiment pour nous, même quand c'est inconfortable. Ok, alors, après ce voyage à travers les 3 vagues, qu'est-ce qui fait que les TCC, dans leur forme moderne, sont si différentes des thérapies plus traditionnelles comme la psychanalyse par exemple? Eh bien, les différences sont assez nettes. Là où certaines approches vont beaucoup explorer le passé, les TCC sont généralement très ancrés dans l'ici et maintenant. C'est une thérapie active, collaborative, où l'on se fixe des objectifs clairs pour résoudre des problèmes concrets. Finalement, on pourrait presque voir les TCC comme une démarche éducative. Le but n'est pas seulement de régler un problème à un instant T, c'est surtout de donner à la personne une sorte de boîte à outils, des compétences concrètes, pour qu'elle puisse, à terme, devenir son propre thérapeute. Et pour finir,
On peut se laisser avec cette question, qui est vraiment au cœur de toute la démarche TCC. Si c'est bien notre interprétation des événements qui façonne notre réalité, alors quelles sont les interprétations qui, au quotidien, façonnent le monde dans lequel on vit? Ça donne à réfléchir.